Les conversations difficiles, on en a tous. Ah oui, Au travail, avec un partenaire, en famille, même avec les voisins pour une histoire de bruit. c'est universel. Ce sont ces moments où on sent une boule dans l'estomac. On est coincé entre le désir de ne pas blesser l'autre et en même temps le besoin d'être traité équitablement. C'est un vrai dilemme. Aujourd'hui, on plonge dans ce sujet qui nous concerne tous, en s'appuyant sur les recherches d'un livre issu du Harvard Negotiation Project. 15 ans de recherche, ce n'est pas rien. Exactement. Et leur objectif, ce n'est pas de donner une formule magique pour éviter les conflits, mais plutôt de voir comment on peut transformer ces discussions tendues en quelque chose de constructif. On va décortiquer leur méthode. Tout à fait. Et la première idée, qui change vraiment tout, c'est de complètement retourner notre approche. En général, on aborde ces discussions en posture de transmission de messages. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai quelque chose à te dire, voici mon point de vue, et mon but est que tu le comprennes et que tu l'acceptes. On veut faire passer notre message. On veut gagner, en somme. On veut gagner. L'approche qu'il propose, c'est de passer à une posture d'apprentissage. D'apprentissage. Oui. Le but n'est plus de convaincre, mais de comprendre. De se dire, il y a quelque chose que je ne saisis pas dans la perspective de l'autre, et je veux découvrir quoi. C'est un changement de mentalité total. Et pour ça, il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot d'une conversation difficile. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'accord. Alors déballons ça. Les sources expliquent que peu importe le sujet, une promotion qu'on n'a pas eue, un désaccord à la maison, Peu importe. il n'y a pas une, mais 3 conversations qui se déroulent en même temps. Et souvent, on ne se concentre que sur la première, la plus visible. C'est ça. La première, c'est la conversation du « que s'est-il passé ?» Les faits. Voilà, le débat sur les faits, sur ce qui a été dit ou fait. Le problème, c'est que cette conversation est presque toujours sabotée par 3 suppositions qu'on fait sans même s'en rendre compte. Ah. La première, c'est la supposition de la vérité. On part du principe « j'ai raison, tu as tort ». Ce qui est logique. De notre point de vue, on a forcément raison. Évidemment. Mais l'autre personne pense exactement la même chose. D'où le dialogue de sourds. Et ça mène à une impasse totale. Chacun essaye de prouver son bon droit. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une vérité, mais des perceptions différentes façonnées par nos expériences, nos valeurs. Les informations qu'on a ou qu'on n'a pas. Exactement. Le but n'est donc pas de déterminer qui a raison, mais de comprendre pourquoi on voit les choses si différemment. Attends, ça change tout. Ça veut dire que la prochaine fois, au lieu de préparer mon argumentaire pour prouver mon point, je devrais plutôt me demander quelle est la part de l'histoire de l'autre que je ne vois absolument pas. C'est le premier pas. C'est contre-intuitif, mais c'est ça. D'accord. La deuxième supposition qui met de l'huile sur le feu, c'est celle de l'intention. Ah oui, On croit connaître les intentions de l'autre et on a une fâcheuse tendance à leur prêter de mauvaises intentions. le fameux « il l'a fait exprès ». Ça me rappelle un email très sec d'un collègue la semaine dernière. Ma première réaction a été de penser il me cherche, il ne me respecte pas », C'est un exemple parfait. On projette une intention négative. alors qu'il était peut-être juste débordé. En réalité, oui, peut-être. Les sources insistent là-dessus. Il faut absolument séparer l'intention de l'impact. Quelqu'un peut nous blesser, c'est l'impact, sans en avoir eu la moindre intention. Voilà. Le fait de se dire « je ne connais pas ses intentions, je ne peux que lui parler de l'impact que ses actions ont eu sur moi », ça ouvre une porte. L'accusation, elle, la ferme immédiatement. D'accord. Vérité, intention. Quelle est la troisième supposition ? La supposition de la faute. On cherche un coupable. Toujours. Qui est responsable de ce bazar ? L'exemple de l'entreprise qui perd un client est très parlant. Le service commercial blâme la production. La production blâme le marketing. Chacun se renvoie à balle. C'est un réflexe de protection, non? Si ce n'est pas ma faute, je suis en sécurité. Exactement. Mais le blâme est tourné vers le passé et le jugement. Il empêche de trouver une solution. Alors, que faut-il faire? Les auteurs proposent de remplacer la notion de faute par celle de contribution. La contribution. Oui, la question n'est plus qui est le coupable, mais comment avons-nous tous contribué, même à 1%, à créer cette situation? C'est une question qui regarde vers l'avenir. Oui, et qui cherche à comprendre un système pour le réparer, ensemble. D'accord, donc on a cette première conversation sur les faits, qui est déjà un véritable champ de mine, mais j'ai l'impression que souvent, ce qui fait vraiment dérailler la machine, c'est pas tant les faits que ce qu'on ressent. C'est là que ça devient personnel. On y vient. C'est la deuxième conversation, celle qui se cache juste en dessous, la conversation sur les sentiments. Les émotions.
Souvent, une conversation est difficile à cause des émotions qui ne sont pas exprimées ou qui sont mal gérées. La colère, la blessure, la déception, la peur. Ces sentiments peuvent prendre le contrôle total. Et on a l'impression de ne plus se maîtriser. Il y a une raison à ça. Les sources expliquent que c'est un processus physiologique. Ah bon? Oui. Face à ce qu'on perçoit comme une menace, notre corps libère de l'adrénaline. Le sang afflue vers les muscles pour nous préparer au combat ou à la fuite. Le fameux fight or flight. Le problème, c'est que cet afflux se fait au détriment du cortex préfrontal, la partie de notre cerveau responsable de la logique, de la nuance. Waouh! L'idée que le cerveau reçoit moins de sang pendant une dispute, c'est incroyable. Ça explique pourquoi on peut dire des choses complètement stupides quand on est en colère. On est littéralement moins intelligent à ce moment-là. C'est fou. C'est exactement ça. On devient moins rationnel. Pensez à un simple accrochage en voiture, un pare-choc abîmé. Objectivement, c'est matériel. Ça se règle avec une assurance? Mais ça peut dégénérer en insultes, voire en bagarre, parce que les conducteurs se laissent submerger par la colère, le sentiment d'injustice, l'humiliation. Les émotions prennent le volant. La première étape est donc de s'en rendre compte. D'identifier et de reconnaître ses propres émotions avant même d'entamer la discussion. C'est ce qu'ils appellent l'empreinte émotionnelle. Savoir si on a tendance à réagir par la colère, la fuite, la tristesse. Précisément. Se connaître soi-même pour éviter d'être pris en otage par ses propres réactions. D'accord. On a les faits et les émotions. Ça me semble déjà énorme. Quelle peut bien être la troisième conversation cachée? C'est le cœur du réacteur. C'est la conversation sur l'identité. L'identité? Oui. Elle tourne autour de ce que la situation et la discussion disent de nous. Des questions fondamentales se posent en silence. Suis-je compétent? Suis-je une bonne personne? Suis-je digne d'être aimé? C'est vertigineux. On ne se rend pas compte que tout ça est en jeu dans une simple dispute sur qui doit sortir les poubelles. Pourtant, c'est souvent le cas. Quand une discussion menace cette image qu'on a de nous-mêmes, notre équilibre est complètement bouleversé. Une critique sur notre travail peut être perçue comme une remise en cause de notre compétence. Exactement. Les sources donnent des exemples de phrases qui sont de véritables attaques à l'identité. Votre mariage a échoué et vous osez me donner une leçon. Aïe. Ou dans un contexte pro, vos performances sont très mauvaises, vous pensez quand même postuler à cette promotion. Là, le cerveau doit se mettre en mode alerte maximale. La réaction est souvent binaire. Soit c'est la panique, la fuite, notre esprit se vide, on perd nos moyens. Le trou noir? Soit c'est la contre-attaque, une agressivité démesurée pour protéger notre ego. Dans les deux cas, la conversation constructive est morte. Le diagnostic est posé, on a donc ce cocktail explosif de 3 conversations, les faits, les émotions et l'identité. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, la question à 1 million. Comment on navigue là-dedans? Alors, les sources proposent une méthode très structurée en 4 étapes. La toute première, qui se passe avant même de dire un mot à l'autre, est de clarifier son propre objectif. Son but? On doit se demander, concrètement, qu'est-ce que je veux obtenir de cette conversation? De quoi ai-je besoin? C'est facile à dire, mais quand on est en colère, l'objectif c'est souvent juste de vider son sac. C'est un objectif, mais il est rarement productif. Prenons l'exemple de la mère qui trouve que le père ne s'implique pas assez avec leur fils, qui passe son temps sur les jeux vidéo. D'accord. Si son objectif est de le blâmer, elle va dire « Tu sors tous les jours, tu ne penses donc jamais aux études de ton fils. » Classique. Et le père se sent attaqué, il va se défendre, et c'est l'escalade. Voilà. Une meilleure approche serait de définir un objectif basé sur ses propres besoins. Ce qui donnerait quoi dans ce cas? Par exemple, j'aimerais te parler de quelque chose. Je me sens fatiguée et j'ai l'impression de gérer beaucoup de choses seule. J'aurais vraiment besoin de ton aide. Peut-être qu'on pourrait réfléchir ensemble à une solution. La différence est énorme. On passe d'une accusation à une demande d'aide. L'objectif ici n'est pas d'attaquer, mais de résoudre un problème commun. Une fois que cet objectif est clair, comment on commence? Les premières secondes sont décisives. Elles sont cruciales. C'est l'étape 2. Commencez par ce que les auteurs appellent la 3e version. La 3e version. C'est une ouverture neutre. L'idée est de décrire le problème du point de vue d'un observateur impartial. Comme si une 3e personne racontait la situation. On reconnaît d'emblée qu'il y a une différence de perspective. Ça me paraît incroyablement difficile. Quand on est blessé, comment on trouve la force que faire ça? C'est un exercice, c'est certain. Reprenons l'exemple du collègue qui vous a critiqué en réunion. L'approche frontale, ce serait les Comment as-tu pu me faire ça devant tout le monde? une déclaration de guerre. Et la réaction sera sûrement défensive.
Exactement. La troisième version serait: j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour reparler de ce qui s'est passé ce matin. De mon côté, j'ai été assez contrariée. J'aimerais te donner ma perspective et surtout entendre la tienne. On ne dit pas tu l'as tort. On dit: nous avons un problème de perspectives différentes, explorons-le ensemble. C'est puissant parce que ça dépersonnalise le conflit. On ne dit plus toi contre moi, mais nous face à un problème. Ça change toute la dynamique. C'est une invitation. Et cette invitation mène à l'étape suivante, j'imagine. Oui, l'étape 3, le cœur de l'échange. Écouter attentivement et s'exprimer avec clarté. Et écouter, ça ne veut pas dire attendre poliment son tour pour parler. C'est essayer de comprendre pour de vrai. Oui, et pour ça, il y a des outils. D'abord, poser des questions ouvertes. Pas « comptes-tu organiser une visite ?», mais plutôt « quels sont tes projets à ce sujet ?» Ça ouvre la porte à une vraie discussion. Ensuite, la paraphrase. Reformuler avec ses propres mots ce que l'autre vient de dire. Si je comprends bien, ce qui t'inquiète le plus, c'est que... Ça a un double effet. Ça montre à l'autre qu'on l'écoute et ça nous permet de vérifier qu'on n'est pas en train de mal interpréter. Précisément. Et le troisième outil, c'est de reconnaître les sentiments de l'autre, même si on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord avec le raisonnement, mais reconnaître l'émotion. Voilà, l'employé muté qui dit si injuste, je suis en colère. Le manager peut répondre, je vois que tu es en colère, c'est une réaction que je peux comprendre. Le simple fait de valider l'émotion désamorce une grande partie de la tension. D'accord. Et pour la partie s'exprimer avec clarté, Là, il faut être courageux. Éviter les sous-entendus, dire j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble au lieu de tiens, tu es un invité si rare chez nous. c'est plus vulnérable, mais c'est plus clair. Et c'est capital, il faut parler pour soi. Ne pas présenter son opinion comme une vérité absolue. Au lieu de frapper les enfants c'est mal, dire je suis convaincu que frapper les enfants est dangereux ou quand j'étais enfant, j'ai reçu des coups et ça me rend triste de voir ça. Personne ne peut argumenter contre ce qu'on ressent. C'est notre réalité. Exactement. Et enfin, il faut bannir les mots comme toujours, jamais, tout le temps. Ah oui, les généralisations qui tuent. Quand on dit tu ne m'écoutes jamais, la seule réponse possible pour l'autre est ces fois je t'ai écouté hier. Et c'est fini. D'accord. C'est une véritable boîte à outils. Mais soyons réalistes. Parfois, même avec la meilleure volonté du monde, la conversation part en vrille. L'autre crie, accuse, on fait quoi? C'est là qu'intervient l'étape 4, peut-être la plus difficile mais la plus puissante. Recadrer la conversation. Recadrer? C'est une sorte de judo verbal. On prend l'énergie de l'attaque de l'autre et, au lieu de la bloquer, on la redirige vers quelque chose de constructif. Donnez-moi un exemple. L'autre est bloqué et répète « c'est toi qui as tort, j'ai raison ». Au lieu de répondre « non, c'est toi », on recadre. On peut dire « écoute, il est clair qu'on a des points de vue très différents. Je veux être sûr de bien comprendre le tien et ensuite, j'aimerais pouvoir te partager le mien. » On déplace la conversation de « qui a raison » à « explorons nos perspectives ». C'est ça. Et si l'attaque est purement émotionnelle, le fameux « tu es la personne la plus égoïste que je connaisse », La réaction instinctive, c'est de renvoyer la même chose. le recadrage serait de se concentrer sur l'émotion cachée. « Waouh, tu as l'air de te sentir vraiment blessé pour me dire ça. Peux-tu m'en dire plus sur ce qui te fait ressentir ça ?» C'est une technique de désamorçage en fait. Et si c'est l'identité qui est en jeu? L'autre se défend en disant « je ne suis pas un mauvais voisin ». On recadre en validant son identité. « Je ne pense pas du tout que tu sois un mauvais voisin. Au contraire, la question est de savoir comment nous, en tant que bons voisins, on peut trouver une solution. » On le réintègre dans une équipe. Ça demande de la persévérance. Mais c'est un outil incroyablement efficace. En résumé, si je devais synthétiser tout ça, on est loin d'une formule magique. C'est plutôt un changement complet de posture. On passe de l'argumentation à l'exploration. De la certitude à la curiosité, c'est tout à fait ça. Le but n'est pas de changer l'autre, c'est souvent une illusion. Le but est de se changer soi-même. Changer sa propre approche. En comprenant la structure cachée de ces 3 conversations et en appliquant cette méthode, on n'oblige pas l'autre à se battre, on l'invite à nous rejoindre pour résoudre un problème. On passe du blâme tourné vers le passé. À la contribution tournée vers l'avenir. Et pour terminer, une pensée à méditer qui vient de ces lectures, elle souligne un point essentiel. On ne peut absolument pas contrôler les réactions des autres. Jamais. Face à une conversation difficile qui se profile, la question qu'on peut se poser est donc la suivante. Quel est le seul et unique aspect de cette situation que l'on peut vraiment contrôler? Et comment le fait de se concentrer uniquement là-dessus change-t-il radicalement notre manière de se préparer à cette discussion?